Salut à tous et bienvenue. En m'inscrivant l'année dernière en LLCE japonais à Toulouse, j'ai voulu chercher des avis sur YouTube de personnes qui sont dans cette licence et j'en avais pas trouvé à Toulouse. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir aider des personnes qui sont dans la même situation dans laquelle j'ai été l'année dernière. Vous pouvez quand même aller voir les vidéos de personnes qui sont allées à l'université de Lille ou Bordeaux pour vous donner un avis, parce que ce que je vais dire dans ma vidéo, ça va concerner vraiment la fac de Toulouse. Donc j'ai essayé de regrouper un maximum de questions que je me suis soit moi-même posées ou que des nouveaux inscrits en LLCE japonais se sont posées, soit sur les groupes Facebook ou sur les Discord. Pour ma part, je rentre en seconde année de licence LLCE japonais au mois de septembre. Malheureusement, ma première année, je l'ai faite avec les cours à distance. Donc il y a pas mal de points sur lesquels j'ai pas pu me faire un avis, comme l'avis à la fac tout simplement. Mais toutes les informations que je vais donner sont celles du coup que j'ai pu recueillir moi-même, soit grâce à l'expérience à la fac que j'ai eue cette année, soit grâce aux réponses d'autres étudiants que j'ai récoltées au fur et à mesure de l'année sur les réseaux sociaux. Donc c'est possible que je me trompe, hein, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour pas que je donne de mauvaises informations. Et comme ça, si jamais, je pourrais toujours ajouter des annotations pour corriger si je fais des erreurs. Mais voilà, gardez en tête que ça reste à prendre avec des pincettes et puis il y a peut-être des choses qui changent d'une année à l'autre. Car comme je viens de vivre une année en distanciel, je peux clairement me tromper sur certains points. Alors déjà pour commencer, sachez qu'à Toulouse, le taux d'admission en LLCE japonais, il est de 100%. Ça veut dire que si vous avez le bac ou un équivalent type déjà bac pro forcément, ou même un titre professionnel, vous pouvez être admis à la fac directement. Donc c'est une bonne chose parce que du coup, ça laisse l'opportunité à tout le monde de tenter sa chance. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une autre fac en France qui fait ça, je crois que c'est Strasbourg, mais je préfère pas vous dire de bêtises, mais renseignez-vous si jamais ça vous intéresse. C'est aussi une moins bonne chose parce qu'on est très nombreux. Moi, j'ai d'un côté un peu de chance d'avoir fait mon année en distanciel, mais apparemment en présentiel, les amphithéâtres sont assez bondés en début d'année. Donc, par exemple, cette année, pour vous donner une idée, on était 570 inscrits en première année de LLCE, japonais donc, et il y avait 130 inscrits en LEA anglais-japonais. Donc au total, ça fait 700 inscrits en japonais. Donc c'est vraiment énorme. Après, rassurez-vous, ça baisse assez vite. Là, par exemple, pour vous donner une idée, en L2 cette année, ils étaient que 220 et en L3, ils étaient 90. Donc d'année en année, rassurez-vous, vous aurez de la place et de plus petits groupes et plus de possibilités de se sociabiliser forcément vu que vous êtes moins nombreux. C'est plutôt cool. Ensuite, pour vous donner une idée au niveau des JLPT, pour ceux qui connaissent pas le JLPT, c'est un examen de japonais que vous pouvez passer, qui est reconnu partout, donc même au Japon, que vous pouvez passer en France au mois de décembre, et dans d'autres pays, vous pouvez aussi le passer au mois de juillet, il me semble, enfin vers l'été en tout cas. Ce test de JLPT, il va du niveau N5 qui est le plus bas au niveau N1 qui est le plus haut. Et en première année de L1, à la fin de la première année, théoriquement, selon en tout cas ce que nous ont dit les profs en début d'année, à la fin de la L1, vous avez le N5 environ. Enfin, je pense que c'est un petit peu plus parce qu'il y a des points qu'on retrouve aussi en N4. Enfin, c'est un petit peu mélangé aussi. À la fin de la L2, vous avez théoriquement un N4, un peu plus, j'imagine, entre N4 et N3. Et à la fin de la L3, vous avez un N3, du coup, ou un N2 si vraiment vous êtes quelqu'un qui avait vraiment beaucoup bossé. Donc ça dépend vraiment de chacun. Vous pouvez très bien vous retrouver à la fin de la L3 en ayant fait que le minimum, j'imagine, et pas avoir un très bon niveau de japonais quand même. Donc ça dépend de votre implication personnelle en fait. Aussi, j'ai été étonnée de voir qu'il y avait beaucoup d'étudiants plus âgés. Personnellement, j'ai 28 ans. Du coup, j'avais un peu peur d'être que avec des plus jeunes. Euh, mais finalement, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui avaient même enfin, plus de 25 et même beaucoup plus. Il y a vraiment de tout. En fait, le fait d'être aussi nombreux fait que vous trouverez forcément des gens avec qui vous entendre. Donc ça, c'est super cool.
Ensuite, une chose que je trouve dommage à Toulouse en tout cas, c'est que vous n'avez pas la possibilité de prendre des options en dehors de vos cours qui vous sont imposés. Du coup, vous pouvez pas faire par exemple une option anglais ou d'une autre langue à côté. Et en plus, là où je trouve ça vachement dommage, c'est que apparemment, je sais pas où ça en est, mais il y avait une histoire comme quoi à la fin de notre licence LLCE, à partir de bientôt, je sais pas à partir de quand, mais il va falloir avoir un bon niveau d'anglais euh, pour pouvoir valider notre licence. Donc du coup, je sais pas comment ça va se passer et je trouve ça dommage de demander ça alors que derrière, nous, on n'a pas d'option possible. C'est assez dommage. Aussi, si vous voulez savoir la différence entre LLCE et LEA, je suis désolée, je vais pas pouvoir beaucoup vous aider. Tout ce que je sais, c'est que ben, moi, ma licence, c'est plus tourné vers le littéraire. Et LEA, il me semble que déjà, vous avez des cours, par exemple, d'économie ou de droit, mais c'est tout ce que je sais. Et que bien sûr, vous apprenez deux langues en même temps. Donc, n'hésitez pas à aller voir peut-être une vidéo sur la LEA directement, si vous hésitez entre les deux. Mais moi, je vais pas pouvoir vous aider à ce niveau-là, désolée. Ensuite, au niveau des prérequis ou du niveau de japonais que vous devez avoir à la rentrée, ils vous demandent rien du tout. C'est-à-dire que si vous êtes un grand débutant, vous pouvez très bien venir à la rentrée sans rien connaître du japonais. Ils vous considèrent vraiment comme débutant, donc c'est très bien. Par contre, ils vous conseillent quand même d'apprendre vos deux syllabaires japonais. euh, En fait, à la rentrée, il y aura 2 semaines de dédiées à ça. Donc la première semaine, ce sera pour l'apprentissage des hiragana et la seconde semaine pour les katakana. Mais au bout des 2 semaines, ils considèrent vraiment que vous les avez appris et on entame les kanji. Donc du coup, si vous avez l'occasion de vous avancer, surtout si vous savez dès maintenant que vous êtes pris dans cette licence, n'hésitez vraiment pas à les apprendre dès maintenant parce que peut-être que certains d'entre vous apprennent vite, d'autres ben, moins vite forcément. Mais en plus, il n'y a pas que le fait de connaître le caractère, il faut savoir lire assez fluidement au bout d'un moment. Donc voilà, si vous voulez pas vous retrouver peut-être à lire pas très fluidement alors que d'autres personnes y arrivent, peut-être que pour les gens les plus timides d'entre vous, ça peut vous braquer un peu après. Donc n'hésitez vraiment pas à vous avancer. Je vous mettrai si vous voulez dans la description un site pour s'entraîner à la lecture des hiragana. Ça peut toujours être utile pour certains. Ensuite, pour les plus avancés d'entre vous, ceux qui ont peut-être déjà voyagé au Japon ou même appris en autodidacte et qui ont déjà un JLPT en main, vous pouvez toujours vous renseigner parce que je sais qu'il y avait eu le cas d'un élève enfin, à qui j'ai pu parler l'année dernière, qui était passé directement en L2 parce que cette personne avait déjà un JLPT. Donc essayez de vous renseigner peut-être auprès d'autres élèves qui sont dans la même situation ou essayez de contacter la fac pour savoir avant de vous inscrire bêtement en L1, alors que peut-être vous pouvez gagner une année et passer directement en L2. Honnêtement, en L1, les cours sont vraiment dédiés à l'apprentissage du japonais. Il n'y a que le cours de civilisation sur lequel vous pouvez prendre du retard pour votre L2, donc libre à vous après de vous avancer cet été, de rattraper au moins un petit peu le programme pour voir ce que ça donne, si vous avez envie de gagner une année en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Sinon, au niveau du matériel que vous avez besoin pour la rentrée, le mieux, si vous avez un PC, c'est cool parce que pour prendre des notes rapidement ou même faire des recherches, etc., pour travailler globalement, je pense qu'en tant qu'étudiant, c'est super utile, notamment au niveau, par exemple, en L1, le cours de civilisation, je pense qu'il faut vraiment s'accrocher pour réussir à prendre des notes manuscrite. Donc à vous de voir si vous avez les moyens, si vous n'en avez pas déjà un, de vous en acheter un. Sinon, je sais que cette année, le prêt d'un PC était possible, mais du coup, je sais pas si c'était dû au Covid ou si c'est comme ça tout le temps. Pareil, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la fac en tout cas. Et au niveau des manuels à acheter, ou des livres globalement, ce qui est bien à Toulouse, c'est qu'il y a besoin de rien acheter. Donc ça permet d'économiser un peu de sous comparé à d'autres facs. Il vous conseille quand même, je me souviens que dans un cours, il vous conseillait d'acheter le Kanji Kana. Et ce livre, personnellement, je vous le conseille pas du tout. Je sais qu'il y a une youtubeuse qui s'appelle Ice Kid qui a fait une vidéo dessus et ça rejoint pas mal mon avis. N'hésitez pas à aller la voir. Pareil, je vous le mettrai dans la description si vous voulez voir un avis sur ce livre pour éviter de dépenser vos sous inutilement. Surtout que c'est vraiment pas obligatoire, il vous le conseille juste. Vous avez de très bonnes applications avec lesquelles vous pouvez apprendre le tracé des kanji. Par exemple, moi j'utilise Imiwa. Donc par exemple, vous tapez un mot en japonais
Ils vont vous donner la traduction en français, vous donner le tracé. Donc franchement, ça suffit largement, ça fait vraiment le travail. Et il y a d'autres applications ou des sites internet qui font la même chose, donc pas besoin de dépenser d'argent là-dessus. Aussi au niveau de livres à lire, en L1, on n'a que le cours de civilisation où potentiellement vous pouvez lire des choses dessus en tout cas. Il y a une liste qui est donnée par le prof de civilisation en début d'année, mais c'est pareil, c'est facultatif. Il y a un livre qui est en PDF que vous pouvez télécharger si vous voulez le lire. Et sinon, les autres, je pense que vous pouvez peut-être les trouver au CRL, donc c'est le centre de ressources de langue. Donc c'est la bibliothèque de langue en gros de l'université. N'hésitez pas à aller voir là-bas quand vous voulez un livre avant de l'acheter, parce que peut-être que vous pouvez l'emprunter gratuitement finalement. Mais pareil, tout ça, ça reste facultatif, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont rien lu de plus cette année et qui s'en sont très bien sortis sans autre chose que la fac à côté. Du coup, à Toulouse, comme on fonctionne pas avec des manuels, on a des scans des profs en fait. Euh, donc nous personnellement, ça fonctionnait comme on était en distanciel, on nous donnait des PDF au fur et à mesure de l'année sur lesquels on devait travailler. Pour le cours d'écriture, je sais qu'on avait la possibilité de se déplacer à la fac, chercher le cours d'écriture par semestre en fait en version imprimée. Mais sinon, je sais pas si ça me fonctionne comme ça pour tous les cours ou pas quand vous êtes en présentiel. Donc à voir. Moi, je sais que si l'année prochaine en présentiel ils nous donnent pas les polycopiés directement, je les imprimerai au fur et à mesure parce que c'est vachement plus pratique pour annoter, pour mettre les foliganas quand vous voulez lire en cours après, c'est quand même vachement plus fluide, c'est bien plus pratique. D'ailleurs, beaucoup de profs le conseillent de faire ça, donc si vous avez une imprimante, c'est aussi un plus pour vous. Maintenant, on va parler du rythme des cours, du temps de travail et du contenu des cours aussi. D'abord, au niveau du rythme et du temps de travail, en début d'année, les profs nous disent qu'on doit travailler le double à la maison comparé au nombre d'heures de cours qu'on fait. C'est-à-dire que si vous avez un cours qui dure 2 heures, à la maison, théoriquement, vous devriez travailler 4 heures dessus pour bien retenir, assimiler les notions et bien vous entraîner. Après, je pense que c'est un petit peu exagéré, je pense pas que ce soit le cas pour tous les cours. Il y a des cours où vraiment, personnellement, je faisais absolument rien à côté parce qu'il y a des cours, en fait, c'est de la révision d'autres cours, donc ça se rejoint assez, ça dépend vraiment. Personnellement, moi, je travaillais entre 5 et 6 heures par jour, tous les jours. Après, je faisais souvent d'autres choses que la fac à côté pour pouvoir continuer en fait de rester avancé sur la fac parce que seulement avec la fac, je trouve qu'il y a certains points que j'arrivais mieux à comprendre seul qu'avec la fac, donc ça dépend vraiment comment vous avez envie de vous avancer. Après, moi, je travaillais ce nombre d'heures, mais j'avais déjà de l'avance avant la rentrée. Donc, je pense que ça dépend vraiment de là où vous en êtes aussi au niveau du temps de travail. Je sais que j'ai des amis qui n'étaient pas du tout avancés à la rentrée, qui connaissaient même pas leur syllabaire, du coup, et qui s'en sortaient super bien aussi. Donc, vraiment, tout dépend. Essayez de vous organiser, de vous trouver un bon rythme de travail dès le début. Moi, je sais que personnellement, je travaille absolument tous les jours mon japonais. Je ne supporte pas en fait de pas le bosser. C'est un peu comme les sportifs qui peuvent pas s'en empêcher. Je peux pas m'en empêcher. Si je fais pas un truc dans la journée, je me sens vraiment pas bien. Je culpabilise en fait. J'ai l'impression de régresser. Donc ça dépend des personnes. Et du coup, je trouve qu'on est vraiment bombardé d'informations à la fac au niveau des cours japonais. Beaucoup de vocabulaire à apprendre, beaucoup de travail personnel à donner, des traductions de textes, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à vous avancer dès maintenant et aussi à travailler pendant vos vacances. Si vraiment votre but c'est de parler japonais, n'hésitez pas à faire ça. Donc au niveau du contenu des cours, euh, vous avez 18 heures de cours par semaine au premier semestre et 16 heures au deuxième semestre. Ce qui change, c'est un cours de méthodologie qui n'y est plus au second semestre. Le cours de méthodologie, c'est un cours où vous allez apprendre par exemple euh, à savoir quel dictionnaire utiliser, comment rechercher un document, comment faire une fiche de lecture, ce genre de trucs. Donc je trouve ça plutôt cool qu'ils mettent ça au semestre 1, ça peut peut-être permettre à certains d'apprendre quelques trucs. Ensuite, les autres cours, vous avez donc le cours de civilisation.
Donc c'est l'histoire du Japon. Donc vous commencez vraiment au tout début de l'histoire du Japon, genre aux premiers hommes là-bas, si vous voulez. Et on finit, théoriquement, on est censé finir à l'ère Showa, mais apparemment, il finit jamais le programme, donc on finit le programme en L2 finalement. Nous, on a terminé à l'ère Meiji, pour vous donner une idée, si ça vous intéresse, si vous êtes déjà avancé, si vous connaissez, ça peut vous donner une idée. Tous les cours qu'on a, c'était tous des cours de 2 heures, hein, pour que vous sachiez. Il y avait du coup aussi le cours de grammaire, donc de la grammaire simple, hein. Un cours d'oral de 2 heures aussi. Personnellement, le cours d'oral, je le trouvais pas top dans le sens où c'était plus un peu de l'application de ce qu'on vous montrait sur le moment même. On vous donnait un point, on vous donnait des exemples à l'écrit, et par rapport à ces exemples, vous deviez faire votre propre phrase, par exemple. Du coup, avec les exemples soulignés, ça reste assez simple. Après, ça dépend de chacun, mais c'est pas, ça va pas être un oral comme si vous parliez avec quelqu'un. Enfin, j'ai pas tellement eu l'impression d'avancer mon oral grâce au cours d'oral, en tout cas. Et par contre, ce qui était cool en distanciel au niveau du cours d'oral, c'est qu'on était environ 11. Enfin, moi, mon groupe, on était 11 pendant tout le dernier semestre. Donc, du coup, c'était plutôt cool. On n'était pas beaucoup à participer. Du coup, il y avait plus de temps pour chacun. Donc, ça, c'était vachement cool. Je sais pas si c'est comme ça en présentiel ou s'il y a plus de présence. Je sais pas du tout. Ensuite, il y a des cours de traduction en fait, dans les deux sens. Vous avez un cours de version, c'est un cours où vous traduisez du japonais au français, et un cours où vous traduisez du français au japonais, qui est le cours de thème. Donc attention parce que les fautes d'orthographe en français comptent aussi. Ça, c'est embêtant. Et vous avez deux cours pour s'entraîner aussi. Il y a un cours d'analyse donc qui est relié au cours de version. C'est le même UE en fait. La note, elle compte, elle est partagée en deux examens qui font une note commune pour cet UE en fait. Donc ce cours-là, c'est un cours où vous avez des textes et des questions à propos du texte auxquels vous devez répondre en français. Donc ça se suit un petit peu, donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez aussi un cours de renforcement. C'est juste des exercices. Vous avez des fois de l'audio, des textes ou des exercices où il faut mettre des particules, par exemple. Ça vous entraîne avec ce que vous avez vu aussi dans les autres cours. Et pour terminer, vous avez un cours d'écriture. Donc le cours d'écriture, c'est pareil que le cours de version et d'analyse. Celui-là, il est relié au cours de thème. Donc c'est thème et écriture, ça fait une seule UE. Donc l'écriture, pour vous donner une idée, en L1, on doit apprendre environ 400 kanji. Le fascicule de écriture, il est composé de lignes. Dans chaque ligne, il y a 20 kanji. Et par semaine, pour vous donner une idée encore, on apprend un peu plus qu'une ligne de kanji. Donc je pense qu'on doit en apprendre entre, je sais pas, 24, quelque chose comme ça par semaine. Et en fait, par kanji, vous avez plusieurs mots de vocabulaire à apprendre, des kanji combinés par exemple, ou le kanji seul aussi de temps en temps. Du coup, c'est quand même pas mal de boulot. Les cours personnellement qui m'ont demandé le plus de boulot, c'était clairement l'écriture et la civilisation. Parce que l'écriture, faut vraiment la bosser tous les jours si vous pouvez, parce que ça s'oublie vite. Et au niveau des tracés, tout ça, il y a une façon de tracer, donc faut vraiment répéter ça assez souvent. Un petit bémol que j'ai trouvé au niveau du contenu des cours, par contre, c'est que les cours qui vous donnent en PDF, malheureusement, ils sont pas toujours très jolis. C'est des fois c'est des cours, on a l'impression que ça fait 20 ans qu'ils donnent les mêmes, qui sont assez mal scannés en fait, on va dire. Et aussi de temps en temps, il y a des fautes. Du coup, ben nous cette année, en tout cas en distanciel, souvent on se prenait un petit peu la tête à se demander si c'est nous qui avons pas compris l'exercice ou s'il y avait une faute dans l'exercice ou dans le corrigé. Du coup, des fois c'est un peu embêtant. Peut-être qu'en présentiel c'est moins embêtant, je sais pas. Mais je trouve qu'ils pourraient quand même modifier d'une année sur l'autre, corriger les fautes, faire une annotation, je sais pas. Parce que apparemment les autres années, il y avait les mêmes fautes dans les fascicules, donc c'est assez dommage. Mais sinon, ça reste assez compréhensible, il n'y a pas de problème. Et puis, on va pas se plaindre parce que c'est gratuit, hein. Maintenant, je vais vous parler des profs et des inscriptions. Enfin, ça se rejoint un peu les deux. Ce qu'il y a de bien, en tout cas en première année, c'est que vous avez quand même la possibilité de choisir globalement vos profs et vos heures de cours, parce que il y a
plusieurs groupes. Étant donné peut-être qu'on est nombreux, j'imagine que c'est aussi pour ça, bah, il y a plusieurs profs qui donnent le même cours, donc vous avez le choix. Le seul truc où vous n'avez pas le choix, c'est pour 3 cours au premier semestre et 2 cours au second semestre. Donc au premier semestre, il y a civilisation, c'est le lundi matin, enfin nous en tout cas, donc je sais pas si ça va changer pour vous. Le mardi matin, on avait grammaire et le mercredi matin, on avait méthodologie. Donc du coup, si jamais vous faites un travail à côté ou si vous avez une vie de famille, je sais pas, il faut prendre ça en compte. Donc après, vous pouvez très bien sécher le cours, il n'y a pas d'appel qui est fait, mais ça peut être gênant pour certains. Par contre, au niveau de l'après-midi, vous pouvez très bien vous retrouver à pas du tout avoir de cours l'après-midi, ou sinon, vous pouvez faire par exemple 3 jours où vous avez tous vos cours sur les 3 jours, et ensuite en fin de semaine avoir 4 jours de week-end pour vous organiser comme vous voulez. Moi, je sais que j'étais plus de l'équipe qui allait en cours le matin et qui avait son après-midi libre. Je m'étais organisée comme ça pour me dire que au moins j'allais qu'une seule fois à la fac, j'avais pas de temps d'attente pour les repas, etc. Bon, au final, ça a été en distanciel, mais c'était un petit peu la même chose finalement parce que j'avais tout mon après-midi pour travailler mes cours tranquillement ou faire autre chose d'ailleurs. N'hésitez pas aussi du coup à demander conseil à des étudiants de L2 ou plus pour avoir un avis sur les profs parce que il y en a certains c'est vraiment des crèmes surtout en temps de distanciel, mais il y en a d'autres ils sont vraiment évités. Je peux pas m'étaler en vidéo là-dessus, ça se fait pas. En privé peut-être je pourrais vous citer des noms, mais voilà, j'ai pas eu spécialement de vraiment grosses mauvaises expériences avec des profs, mais je sais que des amis ont eu de mauvaises expériences avec des profs que moi j'ai eu et que j'appréciais pas spécialement non plus. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il y a eu des profs qui sont vraiment bons, que ce soit au niveau de la pédagogie, et qui sont très sympathiques à côté, qui font attention à leurs élèves parce que, en tout cas, en distanciel, mais je pense qu'en présentiel c'est la même chose, quand vous avez un souci par exemple au niveau d'une note ou d'un devoir que vous n'avez pas pu bien rendre au moment des partiels, c'est quand même super important d'avoir quelqu'un à votre écoute à côté parce que ça fout vraiment le stress, hein. Je vous assure. Moi, je sais que mon plus gros problème cette année, c'était au semestre 1. J'avais quand même eu l'avis de personnes qui étaient en L2 à ce moment-là, avant de faire mon emploi du temps, mais j'ai quand même choisi, pour avoir les horaires que je voulais, certains profs qui m'ont vraiment déplu. Pas parce qu'ils étaient mauvais ou quoi que ce soit, juste parce que ben ils étaient pas là. Au premier semestre, en fait, j'avais des vidéos pour le cours de civilisation, pour le cours de grammaire et des audios pour le cours de méthodologie. Tous les autres cours, à part deux, c'était des PDF avec la correction donnée en PDF et j'avais pas de prof derrière pour avoir une correction ou en parler comme d'autres groupes avaient finalement. En fait, ça dépendait vraiment du prof que vous aviez choisi au premier semestre et c'était vraiment gênant. Du coup, j'avais heureusement le cours d'oral et un autre cours avec une prof, mais vraiment, j'avais pas l'impression d'être étudiante à ce moment-là, c'était vraiment embêtant. Au semestre 2, j'ai changé de prof, enfin, tous ceux qui m'embêtaient, je les ai changés, donc ça allait mieux. Et en plus de ça, j'ai eu l'impression que globalement, ça allait mieux pour tout le monde parce que les retours des personnes à qui je parlais, c'était pareil, ils avaient plus de cours, donc je sais pas si c'est les profs qui se sont concertés ou quoi, mais c'était quand même vraiment beaucoup mieux. Ensuite, au niveau de l'inscription à la fac, je vais pas vous détailler tout ce qui est inscription sur le PC, tout ce qui est Parcoursup, etc. Parce que même moi, je galère encore là-dessus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous allez vous inscrire à la fac avec votre PC sur le site de la fac, quoi, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous pour l'inscription à la fac même. Je sais plus, c'est deux inscriptions différentes en fait, je sais plus les noms exacts qu'elles ont, mais quand vous allez prendre un rendez-vous pour vous inscrire à la fac, surtout prenez-le le plus tôt possible si vous avez l'occasion. Je sais qu'il y a certaines personnes qui habitent par exemple dans le nord de la France et que ça vous fait beaucoup de chemin, donc je comprends, vous êtes obligé de prendre plus tard, mais ceux qui le peuvent en tout cas, prenez-le dès la première date. Parce que le problème, c'est que si vous avez justement des profs particuliers que vous avez envie d'avoir dans vos cours, ou que vous avez des horaires que vous avez envie de choisir, va plus y avoir forcément de place dans ces cours-là si vous venez trop tard. Parce que je crois que les inscriptions, elles se font sur un mois, quelque chose comme ça. Donc ça laisse vraiment le temps à beaucoup de personnes de faire l'emploi du temps avant vous.
Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'emploi du temps, il change à chaque semestre. Donc pensez-y après vos. C'est même avant. Nous, c'était avant les partiels du premier semestre qu'il fallait refaire son emploi du temps. Donc pensez-y vraiment. Normalement, vous avez des rappels en fait sur le site de la fac. Enfin, tout vous sera expliqué. Mais normalement, vous avez besoin de personnes pour vous le rappeler parce que vous aurez le rappel. Mais je sais qu'il y a des personnes qui fouillent pas forcément tous les jours le site en question, donc qui n'étaient pas forcément au courant qu'il fallait refaire l'emploi du temps. Mais il faut vraiment regarder ce qu'on vous donne à la fac comme site pour y aller assez souvent, regarder vos mails, parce qu'il y a beaucoup d'informations auxquelles vous allez passer outre sans ça. Euh, Après, vous avez les Discord, etc. Puis, si vous êtes en présentiel, vous aurez des amis qui pourront vous aider, bien sûr. Mais voilà, faites attention parce que c'est pas toujours dit en grosses lettres dans un mail de vous dire de changer d'emploi du temps. Donc, n'oubliez surtout pas. Ensuite, pour les examens, nous, cette année, il n'y avait pas d'inscription à faire aux examens. J'ai entendu dire que l'année dernière, il fallait s'inscrire auprès du prof pour certains examens de certains cours. Donc ça, c'est pareil, l'info est à prendre avec des pincettes parce que personnellement, c'était pas comme ça cette année. Et ce qui est bien aussi pendant les partiels, j'imagine que ça doit être comme ça pour toutes les facs, hein, mais voilà, pour ceux qui sortent du lycée ou qui n'ont jamais été à la fac comme moi avant, on n'est pas au courant de ça. Pendant les partiels, il n'y a pas de cours, hein, c'est vraiment du temps que vous avez pour réviser uniquement, sans cours à côté, donc c'est assez pratique. Pour le calendrier avec les dates des partiels ou des vacances, je sais que nous on l'a déjà parce qu'il était dispo sur le site de la fac. Du coup, je sais pas si vous, dès que vous êtes inscrit, vous allez l'avoir ou non. Mais en tout cas, quand vous allez vous inscrire directement à la fac en début septembre, ils vont vous donner un petit carnet avec les dates dessus, ne vous inquiétez pas. Ah, et surtout, faites-vous beau quand vous allez vous inscrire à la fac directement, parce qu'ils vont vous prendre en photo pour mettre sur votre carte étudiante. Donc, essayez de vous faire un peu, de vous apprêter. Sinon, au niveau des inscriptions, pour ceux qui sont pas au courant, vous payez 170 € de frais d'inscription à la fac, et il y a aussi la CEVEC qui est de 90 €. Donc, ne me demandez pas la différence entre les deux, mais ça, c'est sûr que vous devez les payer si vous êtes non boursier ou enfin voilà. Après, par contre, si vous êtes boursier, chômeur ou il y a d'autres choses que je ne connais pas pour lesquelles vous pouvez demander à ne pas payer. Ce qui est bien aussi, c'est que si vous n'avez pas encore reçu votre notification de bourse au moment de votre inscription et que du coup vous avancez l'argent, vos 170 € par exemple, ou vos 90 € de CEVEC, vous pouvez demander ensuite de vous faire rembourser. Par contre, ça met assez de temps. Moi personnellement, j'ai dû l'avancer l'année dernière, c'était en juillet que j'ai payé et on m'a remboursé au mois de mars, donc c'était quand même plutôt assez long. Après, moi, j'avais payé en 3 fois, donc apparemment, quand on paye en une seule fois, c'est en janvier qu'on est remboursé, mais ça reste toujours assez long, quoi. C'est peut-être des sous qu'on a envie de mettre ailleurs, donc faites attention à ça. Ensuite, je m'avance un peu, mais voilà, pour ceux qui vont être inscrits, ils auront déjà une petite idée de comment ça fonctionne. Au niveau des rattrapages, pour avoir son année, il faut 10 de moyenne sur l'année. Par exemple, si vous avez 9 au semestre 1 et 11 au semestre 2, vous validez votre année. Sinon, vous pouvez faire un refus de compensation euh, du semestre 1 sur le semestre 2. Du coup, ça vous permet de repasser des matières pour essayer d'avoir une meilleure note. Et ce qui est bien au niveau des rattrapages, c'est que, imaginons vous avez eu 6, non, imaginons vous avez eu 9 dans une matière et vous la repassez au rattrapage et que cette fois-ci vous avez 6. Évidemment, ils vous gardent la note la plus haute. Donc, du coup, ça vous permet de repasser les UE pour essayer d'avoir une meilleure moyenne, mais ça vous pénalise pas non plus, donc c'est cool. Maintenant, je vais vous parler du voyage universitaire que vous aurez peut-être l'occasion de faire en vous inscrivant en LLCE japonais ou en LEA anglais-japonais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent des questions là-dessus. J'essaie de regrouper les informations dont je suis sûre. D'abord, pour commencer, il faut avoir une bonne moyenne pour pouvoir postuler, parce que forcément, si vous avez 12 et que vous avez des gens qui ont postulé, qui ont 16 ou plus, ils vont forcément être prioritaires sur vous. Donc, les meilleurs élèves sont choisis forcément. Et apparemment, il faut avoir des bonnes notes dans toutes les matières et pas seulement dans les matières de japonais. Il faut montrer une bonne assiduité dans tout. Euh,
En plus, du coup, avec le distanciel, il y a eu pas mal de triches à certains examens. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont actuellement des moyennes très élevées. Donc, ça fait beaucoup de concurrence. Il faut savoir qu'il y a la priorité pour... Attendez, je dis ça dans l'ordre. D'abord, vous pouvez demander euh, le voyage universitaire quand vous êtes en L2 pour partir pendant votre L3, ou vous pouvez demander pendant votre L3 pour partir pendant votre master. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la priorité du coup à ceux qui demandent en L3 et non pas à ceux qui demandent en L2, ce qui paraît logique puisqu'ils ont moins d'occasions de partir du coup. Vu que si vous demandez en L2 et que vous êtes refusé, vous pouvez redemander en L3, c'est ça aussi qui est bien, ça vous laisse une chance de plus. Et il y a la priorité pour les LEA, euh, d'après ce qu'on m'a dit. Pour la demande aussi, ça se passe sous forme d'un dossier. C'est une lettre de motivation qui est demandée par rapport à ce que vous comptez faire, votre parcours, vos objectifs. Et vous pouvez aussi demander une lettre de recommandation à un professeur. Donc je suis pas plus, j'ai pas plus de détails que ça. C'est ce qu'on m'a dit. Et il n'y a pas aussi d'entretien. C'est vraiment un dossier, quoi. Il n'y a pas d'entretien avec une personne, que ce soit en français ou en japonais, non. Ensuite, pour avoir plus de choix, ce qu'il faut, c'est avoir 10 000 € de côté sur votre compte. Ça, c'est pas pour toutes les universités, mais certaines le demandent. Du coup, si vous voulez aller dans les plus grandes villes, en général, ils vont vous le demander souvent à Tokyo ou Kyoto. Du coup, il faut prouver que vous avez 10 000 € de côté au moment où vous faites votre demande. La demande, elle se passe, si je vous dis pas de bêtises, au premier semestre. Du coup, si vous êtes en début de votre L2, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir les 10 000 € sur votre compte et pas au moment où vous partez. Donc, même si vous bossez dans l'été entre-temps, va falloir prouver avant ça que vous avez l'argent de côté. Et pour certaines universités aussi, ils demandent un bon niveau d'anglais, par exemple un TOEIC. Donc, si vous voulez vraiment avoir beaucoup de chances de partir à l'endroit que vous souhaitez, il vaut mieux réunir toutes les conditions nécessaires. Ah, et autre chose qui est important à savoir, du coup, quand vous partez une année, imaginons vous partez pendant votre L3, l'année que vous faites au Japon, ça vous valide pas votre licence parce que étant donné que vous êtes là-bas et que vous passez pas vos examens, ça vous valide pas la licence. Quand vous allez retourner en France, vous allez devoir quand même repasser votre L3. Donc ça vous perd une année en soi, mais c'est aussi une super bonne chose parce que ça vous fait une superbe aventure et ça vous fait beaucoup progresser en japonais. Donc voilà. J'avais aussi prévu de vous parler de la vie à la fac globalement. Malheureusement, comme j'ai fait qu'une semaine en présentiel, j'ai un avis assez limité et à part vous rapporter les rumeurs que j'ai entendues, je vais pas pouvoir vous avancer grand-chose, mais bon, je vais vous dire le minimum quand même. Apparemment, il y a beaucoup de grèves, mais je crois que c'est un peu partout hein, dans les universités, donc ça, je peux pas vous en dire plus. Moi, je sais que j'ai été un petit peu déçue. Il y a un bâtiment réservé aux langues pour les cours, donc où il y a des salles de classe, où il y a le centre de ressources de langue, etc. Et j'étais un peu déçue de ne pas aller là-bas pour les cours en L1. Apparemment, il y a plus les LEA ou les masters là-bas, d'après ce que j'ai compris. Mais j'aimais bien le bâtiment, je trouvais ça dommage. Après, rien de fou, hein. Après, c'est pas si grand que ça, hein, il n'y a pas de quoi s'y perdre, hein. Si vous avez un plan qui vous est donné, vous allez pouvoir vous en sortir, vous inquiétez pas. Aussi apparemment, tout est apparemment, j'adore. Les L1 s'assoient par terre au premier semestre dans les cours en amphithéâtre, mais ça se calme vite. Donc moi j'ai pas eu l'occasion de voir ça parce que dû au Covid, il y avait un certain nombre de places à respecter dans chaque salle. Et oui, apparemment ça se vide vite, hein. Comme j'ai dit en début de vidéo, vu que les élèves abandonnent assez rapidement, ça règle le problème. Et aussi, oui, la légende des LLCE japonais qui viennent cosplayer en cours, elle est vraie aussi à Toulouse. Voilà, j'en dirai pas plus. Et un autre truc un peu bête, mais auquel on pense pas quand on arrive à la fac, pensez à ne pas donner votre numéro d'étudiant n'importe où. Parce que par exemple, il est inscrit quand vous faites votre emploi du temps, il est inscrit dessus ou dans vos copies de partiels. Évitez de partager ça parce qu'avec, on peut déjà retrouver vos notes. Si vous n'avez pas envie que quelqu'un fouille vos notes, c'est bien. Et en plus, avec ça et votre date de naissance, on peut se connecter dans un des sites pour faire votre emploi du temps. Donc si vous voulez que rien ne soit touché, partagez pas ça, c'est une info que vous devez garder perso.
Au niveau de la vie étudiante, sinon malheureusement, ouais, j'ai pas trop d'infos. Je sais qu'apparemment, donc il y a beaucoup d'étudiants étrangers, donc japonais, qui viennent à la fac, donc nous on n'a pas connu ça malheureusement. Et il y aurait un café aussi, un café des langues, où vous pouvez du coup vous rassembler pour parler japonais là-bas, mais voilà. Et j'ai pas plus d'informations, je suis désolée. Ensuite, je voulais vous donner mon avis personnel du coup sur mon année scolaire, que ce soit au niveau de la fac globalement ou du japonais. Déjà, j'avais pas de soucis particuliers personnellement avec le distanciel. Je sais que ça en gênait certains, mais moi j'y ai trouvé plus d'avantages que d'inconvénients. Mais bien sûr, j'ai pas envie que ça dure 3 ans parce que j'aimerais bien aussi profiter de la vie étudiante forcément et sortir un peu de chez moi parce qu'au bout d'un moment on s'ennuie. L'un des avantages déjà, ouais, c'était qu'on perdait pas de temps à prendre les transports. On pouvait se lever aussi 2 minutes avant un cours, c'était plutôt cool. Et aussi, au niveau du cours de civilisation, on avait des vidéos à la place d'un prof en direct, ce qui fait que pour un cours comme ça, c'était super pratique de pouvoir mettre pause, d'avoir le temps de prendre les renseignements, d'aller faire des recherches au fur et à mesure sur des choses qu'on comprenait pas, parce que ce cours, il est quand même assez condensé, il y a pas mal d'informations à retenir. Du coup, la reprise en présentiel pour ce cours-là et d'autres, ça va être assez compliqué, je pense. Après, oui, comme je l'avais dit au semestre 1, j'avais que 2 vrais cours sur Zoom avec des profs, donc ça, c'était vraiment pas cool. Mais au semestre 2, ça s'est amélioré. J'avais presque tous mes cours sur Zoom, et je trouve que c'était une bonne expérience finalement. D'avoir cours comme ça en distanciel avec les profs, vous êtes chez vous, ils sont chez eux, il y avait une ambiance un peu différente, je pense, comparé aux cours que moi j'ai pu connaître. En tout cas, le fait de voir un peu la vie des profs autour, en fait, qui partageaient avec nous. Par exemple, on avait une prof, elle avait un petit chien qui courait partout, c'était trop mignon, elle avait des... Tout son stuff, c'est du rose, du kawaii de partout. Du coup, c'est plutôt marrant de voir ça. C'est une chose qu'on n'aurait pas forcément vue IRL. Et pareil, des fois, les petits moments où les gens se démutent sans faire exprès et qu'on entend toute leur vie, tout ça, bon, ça reste de plutôt bons souvenirs pour ma part. Après, je sais pas par rapport au présentiel, mais en tout cas, il y avait beaucoup de cours où on était vraiment peu nombreux. Ça laissait du coup beaucoup l'opportunité de participer. Et pour les gens qui sont un peu timides comme moi, ça permettait vraiment de se lancer parce que quand vous êtes dans des cours à 50, c'est un petit peu gênant quand on est timide. Après, personnellement, mon avis globalement sur la licence de japonais, heu, parce que moi, en fait, j'ai commencé à apprendre le japonais avant de commencer la fac. J'ai appris, en autodidacte, avec, plusieurs manuels. J'étais pas très avancée, hein, j'étais vraiment même pas N5, et alors en oral, j'étais 0, hein, je savais même pas me présenter, quand j'ai commencé la fac. Heu, je râlais tout le temps en fait, pendant toute mon année scolaire, parce que je trouvais que j'avançais plus vite toute seule, parce qu'on était bombardé de travail, que ce soit au niveau du japonais, et que le cours de civilisation me demandait beaucoup de boulot aussi à côté. Et puis finalement, maintenant, ça fait un mois que on est en vacances, que les partiels sont terminés, et je me rends compte que je retenais 100 fois mieux les notions de grammaire grâce au nombre d'exercices qui étaient donnés à côté du cours de grammaire en fait. Alors que maintenant, quand j'apprends de nouveaux points, j'ai pas autant d'exercices qui me sont proposés à moi-même ou que je peux trouver sur internet. Du coup, finalement, je pense que c'est mieux qu'être en autodidacte. En plus, ça vous donne un rythme de travail qui est plutôt cool. Après, malheureusement, en distanciel, votre rythme de travail, il était plutôt libre parce que vous aviez pas de réel suivi. Par exemple, le cours de civilisation, vu que c'était des vidéos, vous aviez pas de suivi derrière. C'était libre à vous de la faire le jour J ou d'attendre et de repousser jusqu'au dernier moment. Moi, je sais que j'ai repoussé tout le temps, et que j'étais toujours en retard d'une ou deux vidéos. C'était super chiant quand je devais rattraper au moment des partiels. Et je suis pressée de reprendre le présentiel pour arrêter de repousser au dernier moment certains trucs. Parce que des fois, voilà, il y a certaines personnes comme moi qui aiment bien procrastiner de temps en temps. Euh, Après, par contre, oui, hein, j'adorais beaucoup, étonnamment, les cours de civilisation. Ça peut faire peur au premier abord, mais c'est vraiment cool. En plus, si vous rejoignez un petit peu des réseaux sociaux, il y a des cours déjà retranscrits de L1 de civilisation, donc ça peut vous aider un petit peu à vous avancer si vous avez envie, ou à vous servir durant l'année. Après, je trouve personnellement que c'est mieux de prendre ses propres notes que celles des autres, mais avoir celles des autres peut vous permettre
vous permettre, pardon, de compléter les vôtres si vous manque une notion ou si jamais un jour vous loupez un cours, ça peut être cool. Donc voilà, c'est bien pour se servir comme appoint, on va dire. Après, au niveau de l'ambiance, globalement, de ma promo personnellement et globalement des gens qui sont à l'LCE à Toulouse, moi perso, ça s'est assez bien passé. Déjà, il faut savoir que je me suis inscrite en L1 avec mon copain, donc du coup, de base, je suis pas toute seule, donc j'ai cet avantage. C'était plutôt cool. On a pu s'entraider, lui et moi. J'ai pu, au fur et à mesure de l'année, rencontrer d'autres personnes aussi avec qui j'ai pu m'entraider un petit peu. Pas tant que ça malheureusement, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas parce qu'il y a des gens en cours qui parlent pas forcément ou qui parlent mais qui sont pas aussi sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez pas retrouver à la fin du cours pour parler avec, ce qui se serait fait peut-être naturellement en présentiel, qui n'a pas pu se faire en distanciel. Mais pour ma part, ça s'est bien passé quand même. J'étais pas toute seule, donc c'est cool. Au niveau des cours, quand, par exemple, en oral, on pouvait être mis en groupe avec d'autres élèves pour travailler l'oral, ça se passait assez bien. Les gens essayaient quand même de participer, même s'ils n'étaient pas forcément avancés, même s'ils avaient du retard parfois, ou même si, au contraire, ils avaient beaucoup d'avance. Ils essayaient en tout cas de travailler tout niveau mélangé en fait, et c'est plutôt cool. Ils étaient contents d'être là. En tout cas, je trouve dans mon groupe. J'ai eu de la chance peut-être parce que j'ai eu de très bons groupes au niveau de l'oral et c'est ce qui m'inquiétait le plus en fait au niveau de la licence parce que ça met un peu la pression de parler avec des gens. Par exemple, des fois il y a des gens très avancés qui vous mettent la pression parce qu'ils vous font sentir que vous êtes nul. Mais voilà, moi en tout cas dans mes groupes d'oral, j'ai eu de la chance. Les gens qui étaient plutôt en avance comparé à nous étaient plutôt du genre à aider ou à essayer de faire progresser les gens, donc c'était vachement cool. Et voilà, ce genre de personnes en plus, ça vous motive, ça vous donne envie d'être à leur niveau, donc c'est super cool. Du coup, je parlais des Discord et des réseaux sociaux globalement. Si vous avez envie de vous sociabiliser un petit peu dès maintenant avec d'autres futurs L1 ou même des L2 et plus, ou de vous faire aider, ou qu'on réponde à vos questions. Il y a pas mal de Discord disponibles. En tout cas, de ma promo à moi, je sais qu'il y en a plusieurs. Et il y en a plein pour toutes les promos. Puis il y a des groupes de potes qui se forment. Enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous mettre les Discord que je connais, en tout cas, dans la description. Aussi des groupes Facebook. Il y a le groupe Facebook de la fac. Il y a un groupe Facebook de LLCE aussi. Donc, si ça peut vous aider à rencontrer déjà des personnes ou à répondre à vos questions, n'hésitez pas. Et je vais aussi vous mettre le Discord d'une copine, donc c'est celle d'ailleurs qui m'avait donné ses cours de civilisation, qui est en L3. Donc sur son serveur, j'y suis aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez m'identifier, n'hésitez pas. Et du coup, pour terminer, n'hésitez pas à me contredire si je me suis trompée sur certaines infos dans les commentaires, surtout si vous êtes sûr de vous. Et je vous remercie aussi d'avoir regardé la vidéo. J'espère que elle est pertinente et que ça va aider certaines personnes à déstresser de leur future entrée. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo aux nouveaux arrivants en L1 à Toulouse. Merci beaucoup.